Pourquoi cette vidéo sur le sujet religion au pluriel, quelle organisation? Parce que cette question est technique et reste complexe et il s'agit d'apporter des éléments de réponse très synthétiques. Les religions se livrent à de multiples activités et cultuelles et sociales et nous souhaiterions clarifier, apporter des éléments d'ailleurs de compréhension sans aborder tous les cas de figure, notamment les cas particuliers d'Alsace-Moselle ou d'Outre-mer. La différenciation entre les structures loi 1901 et les structures loi 1905 est un élément fondamental. Sur ces questions techniques et complexes, le choix en amont des structures est déterminant. Le choix des associations ou des différentes associations prévues par la loi doit être mûrement réfléchi, doit être mûrement pesé, évalué. Reste à définir ce qu'on entend par loi 1905, c'est-à-dire de manière générique ce qu'on appelle le cultuel, par rapport à ce qu'il n'est pas cultuel. Alain Garay, les associations cultuelles 1905, que peuvent-elles faire? La loi de 1905 est très claire à ce sujet. Elles doivent avoir un objet exclusivement cultuel, c'est-à-dire, selon les termes même de la loi, subvenir aux frais à l'entretien et à l'exercice public du culte dans le respect de l'ordre public. Par voie de conséquence, cela signifie, par exemple, qu'une association cultuelle ne peut pas avoir d'activité culturelle et ne peut pas financer d'activité culturelle. Que faut-il entendre par activité cultuelle? Alors, c'est très clair aujourd'hui. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, cela regroupe essentiellement et exclusivement l'organisation des cérémonies organisées en vue de l'accomplissement d'activités religieuses portant sur le rite et les pratiques, mais également l'entretien de l'édifice du culte et la prise en charge des dépenses liées au ministre du culte et au personnel exerçant des activités cultuelles. C'est tout, rien que cela. Donc, activité économique ou patrimoniale dans une structure 1905, c'est impossible. Les associations doivent gérer leur patrimoine non pas de façon commerciale ou économique, bien que cela ait des incidences financières. Elles ne peuvent pas se livrer à des activités commerciales, elles ne peuvent pas se livrer à des activités lucratives, au sens qu'elles ne pourront pas dégager des bénéfices qui pourraient être répartis notamment auprès des membres ou des fidèles. Y a-t-il d'autres différences importantes entre une structure 1901 et une structure 1905? Une association cultuelle 1905, contrairement au cadre général de la loi de 1901, ne peut, indépendamment de l'objet exclusivement cultuel, être formée que par des personnes physiques, doivent compter uniquement entre 7 et 25 personnes en qualité de membres adhérents en fonction du nombre d'habitants de la commune dans laquelle est fixé le siège social, et également doivent communiquer à la préfecture la liste de leurs membres. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'elles pourront prétendre bénéficier de la capacité juridique élargie dont elles bénéficient, ce qui les place sous un régime fiscal favorable, puisqu'elles peuvent notamment être autorisées à recevoir des dons et legs exonérés d'impôts ou être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 1901, ce n'est pas 1905. 1905, ce n'est pas 1901. Il y a des choix, des critères, des conditions. Didier Lesky, pour être précis et concret, pour un responsable associatif, quels sont les principaux critères de choix entre une structure association loi 1901 et une structure association loi 1905? Je crois que le critère le plus important, c'est celui qui a trait à l'utilisation des fonds et aux possibles impositions de ce qui est donné par les fidèles. Il faut rappeler que ceux qui bénéficient des avantages de la loi de 1905 ne vont pas payer de taxes d'habitation et de taxes foncières sur la surface de prière du bâtiment utilisé pour l'exercice du culte. De même, en ce qui concerne les dons donnés par les fidèles, il n'y aura pas, et de manière très claire, de discussion pour savoir s'ils doivent être imposés ou pas, comme dons, alors que dans le cadre du 1901, ils pourraient l'être.
Donc je pense que le premier critère, c'est celui-là. Le deuxième critère, c'est que le cadre de la loi de 1905 permet de clarifier très précisément ce qui est de l'ordre de l'activité cultuelle, religieuse, de ce qu'il ne l'est pas. Et je pense que c'est important, puisque dès lors qu'on fait, dans le cadre d'une loi 1905, d'une association loi 1905, une activité autre que cultuelle, eh bien l'ensemble de ces activités, en réalité, peut être requalifié et poser des problèmes dans les rapports avec l'administration. Donc je crois que le critère fondamental, c'est celui de la clarté de ce qu'on veut faire par rapport à l'activité religieuse. Sécurité, clarté, merci Didier Lesky. Philippe Coursier, si le personnel religieux est rémunéré, y a-t-il une différence ou des différences selon que l'association est sous statut 1901 ou statut 1905 ? Alors, de toute évidence, la question sera beaucoup plus simple à traiter dans le cadre d'une association loi 1905, puisque ayant des activités strictement cultuelles, il est clair que ce personnel religieux, pour peu qu'il soit rémunéré et que l'on envisage sa rémunération, ne se livrera qu'à des activités cultuelles, ce qui renvoie à un contrat qui est un contrat connu des juristes, qui est le contrat de congréganiste, et qui se dissocie en cela, qui se différencie en cela du contrat de travail. Mais ce n'est pas néanmoins aussi simple que cela, car d'un point de vue strictement juridique, le droit social ne distingue pas selon que l'employeur est une association cultuelle ou une association d'un autre type. Donc, de ce point de vue-là, il y aura toujours néanmoins des risques de requalification de ce personnel religieux en activité véritablement salariée, et donc dès lors appelant des cotisations de sécurité sociale, notamment qui sont celles qui sont attachées à toute activité salariée. Ahmed Wali, vous êtes le président en exercice de l'association cultuelle qui gère la mosquée Adawa à Paris 19, rue de Tanger. Mais sur ce site, il y a aussi une association culturelle, loi 1901. Alors, en pratique, comment vivez-vous, comment gérez-vous, comment simplifiez-vous les relations culturelles des deux structures ? En effet, concernant l'activité cultuelle qui est gérée par l'association cultuelle au sens de la loi 1905, toutes les autres activités religieuses, sociales, éducatives, culturelles, qui se déroulent dans les mêmes bâtiments que l'association cultuelle, sont gérées dans le cadre de l'association culturelle, loi 1901. Ça veut dire que ce sont deux statuts différents, ça veut dire deux équipes de gouvernance, avec des personnes différentes pour faire le distinguo entre les deux associations. Cela veut dire également, et ça c'est un élément très important, deux comptabilités différentes, séparées, concernant la gestion des deux associations. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que les activités cultuelles et culturelles se déroulent dans un même lieu, dans les mêmes bâtiments. Ces bâtiments appartiennent à l'association cultuelle. La grande question et la grande interrogation que nous nous posons depuis quelque temps, comment gérer cette interface entre la culturelle et la cultuelle, autrement dit, comment gérer la mise à disposition des locaux par l'association cultuelle au profit de l'association culturelle. À votre avis, Alain, religion, quelle organisation ? C'était le thème de notre débat. Alors, vous en pensez quoi en un mot ? Un mot. Anticiper. Je dirais anticiper parce qu'il faut prévoir, évaluer le cadre de fonctionnement et d'organisation des activités religieuses. Nous avons vu qu'elles sont diverses et variées. Quelles peuvent être ces activités religieuses, ou bien cultuelles, ou bien sociales, ou bien culturelles, ou bien hospitalières, philanthropiques. Il ne faut pas tout mélanger. Oui, anticiper, vous avez raison, mais c'est aussi, et en effet c'est lié, préparer, réfléchir et surtout, avant tout, discuter. On a entendu aussi nos interlocuteurs, c'est l'association, un travail d'équipe. Donc bien préparé, bien analysé et surtout, en effet, voir clair. Que veut-on faire ? Quel est le cœur de métier, c'est-à-dire quel est le projet associatif et quels moyens se donne-t-on pour assurer à la fois, évidemment, la sécurité, c'est évident, mais ce n'est pas autosuffisant, pour assurer un bon développement, un bon déroulement et surtout une activité sereine. Éviter les problèmes, éviter les contentieux et donc agir tranquillement, sereinement et tout simplement efficacement.
Sécuriser. 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 Oui, en effet, c'est un objectif important. C'est aussi une contrainte. Nous allons essayer d'expliquer le plus précisément possible les spécificités d'une gestion dans le cadre d'une structure, loi 1905. Alain Garay, gérer une association est déjà quelque chose, on va dire, de difficile. Gérer une association, loi 1905, est quelque chose qu'on peut qualifier de très difficile. Quelles sont les sources de financement possibles pour une structure 1905 ? La loi de 1905 et son décret d'application de 1906 sont extrêmement clairs. Il ne peut s'agir que de recettes cultuelles, à savoir les cotisations à l'association, les cotisations annuelles, le produit des quêtes et des collectes, mais également des dons manuels. Et la loi prévoit que les collectivités territoriales peuvent subventionner, c'est une possibilité, les dépenses liées à la réparation de l'édifice du culte. C'est tout, c'est ce que disent les textes. Alors, les dons, justement. Les dons, recette importante, et y a-t-il des particularités ? La loi prévoit que les associations cultuelles peuvent percevoir des dons, ainsi que des dons et legs, produits de testaments, notamment de transmission entre vifs, des libéralités sur autorisation préalable sur ces dons et legs de l'administration, ce qui les rend exonérés d'impôts. Ces associations cultuelles peuvent également émettre des reçus fiscaux de par la qualité même de leur statut cultuel. Vous avez parlé tout à l'heure de propriété immobilière. Alors y a-t-il des règles, des spécificités sur lesquelles, encore une fois, il faut être précis ? Oui, l'association cultuelle ne peut disposer que d'immeubles strictement nécessaires à la réalisation de leur objet statutaire qui est limité, comme nous l'avons dit, mais également de locaux destinés à son administration et à la réunion de ses membres. De ce fait, elle doit tenir un état précis, un état inventorié de ses immeubles cultuels. Association loi 1905 veut dire aussi être une association, donc avoir des obligations juridiques. Y a-t-il des spécificités à ce titre ? La législation applicable prévoit effectivement que l'association cultuelle doit organiser et réunir l'assemblée générale de ses sociétaires qui doit se prononcer sur la gestion financière et immobilière de l'association. Cela est prévu par les textes. Et qu'en est-il en matière d'obligations comptables ? La loi a évolué encore récemment, en 2017. La loi de 1905 n'est donc pas immuable. De ce point de vue-là, la loi modifiée prévoit que l'association cultuelle doit tenir effectivement des états comptables et un état inventorié de ses biens, strictement nécessaires à la réalisation de son objet. Et elle doit évidemment pouvoir justifier de ses espèces, des récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les états comptables classiques, livres, registres, pièces de recettes et de dépenses. Et si ces recettes annuelles excèdent la somme de 153 000 €, elle doit désigner un commissaire aux comptes. Alors, Alain, un conseil, s'il y avait un conseil à donner pour un dirigeant d'une association loi 1905, vous diriez ? Je dirais qu'il faut que les dirigeants et les membres de l'association aient conscience du respect impératif de l'objet exclusivement cultuel de l'association, ce qui signifie d'être organisé de façon rigoureuse, étant entendu par ailleurs que les dirigeants d'une association n'ont pas le pouvoir absolu. Ce sont les membres adhérents qui doivent se prononcer au cours de ces assemblées générales, ordinaires ou exceptionnelles. Didier Lesky, quels conseils pratiques pouvez-vous donner à un responsable associatif qui souhaite créer, fonder, participer à la création d'une association loi 1905 ? Je crois que ce qui est important, c'est que les statuts soient particulièrement clairs sur deux choses. C'est qui dirige, comment sont prises les décisions et par quelle instance. Il y a des modèles de statuts qui existent. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'objet de l'association, dès lors qu'elle est cultuelle, eh bien, soit très clairement balisé dans ce qui est l'organisation de l'activité religieuse et qu'elle ne s'étende pas, pour des raisons X ou Y, à d'autres types d'activités. On ne fait pas, quand on est une activité religieuse dans le cadre d'une cultuelle, eh bien de l'enseignement autre que peut-être du catéchisme ou
de l'apprentissage du Coran ou du Talmud, et on ne note pas, par exemple, d'activité commerciale dans le cadre d'une association de la loi 1905. Donc, si on veut faire d'autres activités, il faut créer, à ce moment-là, d'autres structures. C'est bien ça? Si on veut avoir une autre activité, il faut non seulement créer une autre structure, mais il ne faut pas que les dirigeants d'une des structures soient aussi les dirigeants de l'autre structure. Parce que le Conseil d'État, les services du reste fiscaux, interpréteront cela comme en réalité une seule et même association, puisqu'elle a les mêmes dirigeants entre les deux associations, les deux structures. Deux bons statuts, une bonne organisation, une réelle séparation. Merci, Monsieur Leski. Philippe Coursier, quelles sont les règles spécifiques, les règles applicables en matière de salariés des structures loi 1905? Tant salariés que, le cas échéant, est-ce qu'il y a des règles pour les bénévoles? Alors je pense que ni le terme de salarié, ni le terme de bénévole n'a presque droit de citer dans le cadre des associations de type loi 1905, dans la mesure où celles-ci optent et ont opté pour un statut strictement cultuel, donc se limitant à des activités de nature cultuelle, qui sont donc en dehors du champ d'activités de type économique. Et donc, effectivement, les termes de salarié et de bénévolat sont inadaptés. Et d'ailleurs, bon nombre d'organisations religieuses, de ce point de vue-là, rejettent le salariat. Néanmoins, pas toutes. Nous savons qu'il y a un certain nombre d'organisations religieuses qui ont fait le choix du salariat, y compris même pour des activités de nature cultuelle. Il y a une autre difficulté supplémentaire qui est que des personnels de nature religieuse peuvent se livrer à des activités qui ne sont pas des activités que strictement cultuelles et donc être occupés à d'autres types d'activités qui sont des activités qui peuvent être des activités d'enseignement, des activités de soins, des activités d'entretien également de jardin ou d'espaces communs. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y aura nécessairement des questions juridiques à se poser sur la nature du lien qu'elles entretiennent ces personnes dans le cadre de ces activités avec l'association ou les associations qui servent de structure d'organisation à ce type d'activité. Salariés, non salariés, social, non social, en effet, de grands débats. Merci Philippe Coursier. Ahmed Wali, vous êtes le président en exercice de l'association Mosquée Adawa, Paris 19e rue de Tanger. Vous êtes le responsable et président d'une association cultuelle 1905. Comment vivez-vous au quotidien les difficultés, les joies, les peines d'une telle gestion? Tout d'abord, nous avons longuement réfléchi à l'organisation juridique de l'association cultuelle, loi 1905, et nous avions commencé par nous imprégner de la loi 1905. Il y a des ouvrages, il y a des documents qui sont produits par le Bureau central du culte, il y a des avocats qui peuvent nous accompagner, il y a des experts comptables qui peuvent nous accompagner dans la mise en place de cette structure juridique. Ce travail a pris quelques années. Et également, nous avions opéré une révolution culturelle à notre niveau, parce que nous avions pas forcément vocation à animer des associations culturelles ou autres. Donc, il fallait s'imprégner d'un certain nombre de termes. Et je pense que, dans un premier temps, le vrai travail a été notre travail de clarification du glossaire. Que veut dire cultuel au sens de la loi 1905 et faire la séparation entre le cultuel et le religieux. Parce que souvent, nous avons tendance à confondre les deux dimensions. Le cultuel n'est qu'une partie de l'activité religieuse. Donc, au quotidien, au préambule, nous avons fait ce travail de mise en conformité juridique de l'association cultuelle au sens de la lettre de la loi 1905. Donc, il s'agissait de bien définir et clarifier l'objet de l'association. À partir de là, tout le reste n'est qu'une déclinaison de la définition, de la bonne définition de cet objet. L'organisation, s'assurer de la bonne organisation des offices au sein de la mosquée et la gestion de la mosquée. À partir de ce moment-là, toutes les autres activités, nous les avons inscrites dans le cadre d'une association 1901 qui nous permet d'avoir un spectre très large en termes de gestion d'activités qui viennent justement se greffer et qui viennent se prolonger à l'activité cultuelle. D'un point de vue pratique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bonne définition des espaces,
une bonne définition claire et précise du champ d'intervention des acteurs, une bonne définition au préalable de l'objet des deux associations et une comptabilité strictement séparée des deux associations. Donc la comptabilité cultuelle est relativement simple d'un point de vue pratique parce qu'il s'agit de recettes qui sont exclusivement constituées de recettes qui sont exclusivement les dons manuels ou autres des fidèles, et les dépenses sont exclusivement cultuelles puisqu'il s'agit tout simplement d'assumer les frais de l'édifice qui permet l'organisation des offices. En ce qui concerne le culturel, donc en termes de comptabilité, c'est une comptabilité totalement différente en termes d'obligations et en termes de droits. Et donc cette séparation a été simple à faire. Il s'agit je pense, et nous pensons au sein de l'association, qu'il est important de se faire accompagner pour une sécurisation des deux projets. Parce que intégrer des éléments de juridiques et financiers ne sont pas forcément à la portée de tous. Donc ça, ce sont des éléments importants. Et se faire accompagner avec des éléments structurants est une garantie pour la sécurisation des projets et des lieux. Comprendre, voir clair, gérer et donc sécuriser le patrimoine, notamment immobilier. Merci, Monsieur Wally. Être transparent, voir clair. Loi 1905, à ce titre, ressemble tout à fait à 1901. En tout état de cause, être précis, être synthétique et surtout assurer une régularité, une sincérité pour donner une image fidèle de l'ensemble de l'activité. Religion au pluriel, quelle organisation, c'est aussi en réalité faire preuve de pragmatisme. Ces questions-là restent évidemment souvent complexes parce qu'elles sont méconnues ou parce que notamment les responsables religieux, les clercs en particulier, considèrent que comme ils sont compétents dans le domaine religieux, ils le sont nécessairement dans le domaine juridique, fiscal ou social. Les choses ne sont pas aussi simples. Il faut faire preuve de beaucoup de sagesse, peut-être travailler de façon combinée avec les responsables religieux en tant que tels, et que les responsables associatifs soient conscients qu'il y va de leur propre responsabilité. On sait qu'un certain nombre de structures ne sont pas placées sous l'autorité et le pouvoir exclusif des religieux ou du personnel ecclésiastique, et qu'en réalité, toutes ces questions-là doivent faire sens. Toutes ces questions-là doivent être traitées de façon très technique, hors d'ailleurs de toute considération a priori théologique ou philosophique au sens général du terme. Et là, je pense par exemple à des mouvements qui ont également des activités dans le domaine philosophique, dans le domaine de la réflexion, de l'éthique. La question du cadre juridique d'activité des religions, qu'elles exercent des activités strictement cultuelles ou sociales ou humanitaires ou éditoriales, doit conduire une réflexion d'ensemble et notamment une distinction de base entre les différentes catégories d'associations, les associations en général de la loi du 1er juillet 1901 et les associations de droit spécial que forment les associations de la loi de 1905. Les associations loi 1901 sont souvent réputées être dans un régime de liberté, en tout cas de liberté plus importante que dans le cadre des associations loi 1905. Mais est-ce pour autant qu'on puisse absolument tout faire? Ce n'est pas si simple. Alors, Alain, dans une association loi 1901, peut-on faire facilement du cultuel? Mais alors, à ce moment-là, avec quel financement?
Les associations de loi de 1901 sont libres de recevoir effectivement des dons manuels, même si l'administration, dans certains dossiers, souhaite procéder à la taxation rétroactive de ceux-ci, ce qui soulève d'autres questions. Elles peuvent recevoir le montant des cotisations de leurs membres, et contrairement aux associations de 1905, elles peuvent recevoir des subventions publiques. Et elles peuvent même, ces associations de loi de 1901, avoir des activités lucratives ou commerciales qui pourront donner lieu à taxation correspondante, évidemment. La seule règle étant qu'elles ne peuvent pas répartir les bénéfices auprès de leurs membres. Et en matière de dons, c'est possible d'avoir des dons au niveau d'une structure 1901 ? Oui, une association 1901, selon l'article 6 de cette loi du 1er juillet, peut librement recevoir des dons, peut émettre, si elle est d'intérêt général, des reçus fiscaux à ses donateurs, ce qui lui ouvre des possibilités de financement assez larges. Et en matière de propriété immobilière, y a-t-il des spécificités 1901 ? Une association de la loi de 1901 peut acquérir et même louer des immeubles, ce qui est source de bénéfices, et les soumettre aux impôts correspondants, évidemment, ce qui n'est pas possible s'agissant de cette opération de location pour une association cultuelle. Et en matière d'obligations juridiques, y a-t-il en matière de loi 1901 des spécificités, des carcans, des obligations particulières ? L'association est régie par les règles du contrat associatif. C'est l'intitulé même de la loi de 1901, donc elle doit répondre auprès de ses membres adhérents aux obligations d'avoir à les convoquer, à les réunir, car l'association est en fait certes dirigée par un conseil d'administration, par une équipe dirigeante, mais le pouvoir souverain relève de l'Assemblée générale et il faut veiller avec attention et rigueur aux convocations avec un ordre du jour, notamment préfixé, pour associer l'intégralité de ses membres aux décisions qu'elle prendra. Et la compta, et les obligations comptables, 1901 égale liberté ou 1901 égale obligation rude ? Les associations sont tenues d'établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultats et des annexes. Et si leur recette annuelle est supérieure à 153 000 €, devront désigner un commissaire aux comptes. Alors, si vous aviez un conseil à donner à un responsable associatif loi 1901 agissant dans le domaine concerné culturel, quel serait ce conseil ? Je crois qu'il faut anticiper et mener une réflexion en amont de façon prospective. Et tout naturellement, cela conduit l'ensemble des dirigeants du monde religieux qui ne se livrent pas qu'à des activités exclusivement cultuelles à distinguer ce qui relève du culte de ce qui relève de la culture ou d'autres activités, même dans le champ religieux, et créer une association cultuelle pour porter les activités exclusivement cultuelles et recourir à la création, à la constitution d'associations de la loi de 1901 pour assurer la gestion, l'organisation et le fonctionnement de tout ce qui relève de la sphère sociale, philosophique, humanitaire, philanthropique, hospitalière, éditoriale. Tout cela dans le respect aussi, bien sûr, des obligations fiscales correspondantes. Didier Lesky, quels conseils pratiques pouvez-vous donner à un responsable associatif qui souhaite créer, fonder, participer à la constitution d'une association loi 1901 ? On peut toujours choisir d'avoir une activité cultuelle, religieuse, dans le cadre d'une association loi 1901. On peut même avoir une activité religieuse sans association. L'avantage et le désavantage d'avoir une association loi 1901, c'est que d'un côté, on n'aura pas les exonérations fiscales, en particulier les exonérations touchant au bâtiment où aura lieu cette activité cultuelle. De l'autre côté, on n'aura pas à faire les démarches auprès de la préfecture dans le cadre d'une association loi 1901, puisque le contrôle sur les 1901 par l'administration est beaucoup plus faible que le contrôle sur les associations 1905. Donc c'est un choix et qui est en réalité à la fin un choix financier. Et donc le cas échéant, il ne faut pas hésiter à créer deux structures s'il y a des besoins différenciés. Il ne faut pas hésiter à créer deux structures. Du reste, c'est ce qui arrive fréquemment. On peut avoir une structure, par exemple, qui va
gérer l'ensemble d'un bâtiment dans lequel il y a à la fois des activités religieuses et d'autres activités, ça sera dans le cadre d'une 1901, et puis avoir une structure qui n'organisera que l'activité directement religieuse, cultuelle, et qui sera une 1905. Simplement, il ne faut pas que les dirigeants soient les mêmes pour qu'il n'y ait pas le sentiment d'une confusion ou d'une volonté de détourner la loi, alors qu'en réalité, on est dans une activité globale qui ne peut pas être caractérisée uniquement de cultuelle, et donc qui ne pourrait pas bénéficier des avantages fiscaux associés à une association cultuelle et aux activités menées dans ce cadre. Réflexion, action, détermination, bref, passion. Merci, monsieur Leski. Philippe Coursier, nous sommes donc dans les structures loi 1901. Y a-t-il en matière de contrat de travail des particularités en matière, par exemple, de temps de travail, de responsabilité hiérarchique, autrement dit de clauses, on va dire, sur mesure, dans lesquelles il faut être particulièrement vigilant au niveau rédactionnel? Alors je pense qu'il faudra être extrêmement vigilant à la rédaction du contrat de travail d'un personnel, quel qu'il soit d'ailleurs, de nature religieuse ou para-religieuse, dans le cadre d'une association la 1901. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'association L'Homme 901 n'a pas utilisé à des fins religieuses, n'aura pas un objet strictement cultuel. Et du même coup, eh bien, cela signifie obligatoirement qu'un certain nombre de ces personnels se livreront à des activités qui ne seront pas de nature cultuelle et qui devront donc naturellement opérer une certaine attraction vers le contrat de travail et les cotisations de sécurité sociale qui s'y attachent. Donc, de ce point de vue-là, cela renvoie les responsables des associations à se pencher très méthodiquement sur les dispositions contractuelles, c'est-à-dire les termes du contrat de travail, mais également aussi le choix de l'employeur, car s'il doit y avoir plusieurs structures, il faudra savoir renvoyer chaque collaborateur ou chaque membre d'association ayant des activités, cultuelles ou non, paracultuelles ou non, à un employeur dans un premier temps, ou à, on va dire, un donneur d'ordre dans un second temps, et puis ensuite à différentes dispositions. Il y a une dernière difficulté que je voudrais évoquer ici, dans le temps très court qui nous est imparti, qui est celle de la rémunération, car dans les associations de type loi 1901, comme d'ailleurs souvent dans celle de 1905, il y a des rémunérations en nature. Très souvent, les personnels sont logés, les personnels sont nourris, les personnels également, quelquefois, perçoivent un pécule. Et donc, ce sont des éléments qui sont, de par les tribunaux, analysés très souvent en niveau de rémunération, qualifiés comme tels sur le plan juridique, et donc, du même coup, il faudra être extrêmement vigilant à la rédaction de clauses qui feront état de ces éléments ou qui accompagneront leur qualification juridique et leur statut social, bien sûr, je pense une nouvelle fois aux cotisations de sécurité sociale. Avoir la paix avec la paye. Oh, quel bel objectif. Merci Philippe Coursier. Ahmed Wali, vous êtes président en exercice de l'association qui gère le culte musulman de Paris, rue de Tanger, Paris 19, mosquée en cours de construction, une des plus grandes constructions de mosquées en région parisienne depuis plusieurs années. Vous avez à la fois une association loi 1905 et une association loi 1901 pour le culturel. Alors, en pratique, comment faites-vous fonctionner les deux structures et qu'entendez-vous par cultuel dans la structure loi 1905? Donc effectivement, au sein de notre espace, nous organisons des activités cultuelles au sens de la loi de 1905, c'est-à-dire organisation des offices au sein de la mosquée, ainsi que la gestion du lieu de culte de la mosquée. Et nous avons également des activités religieuses, mais qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi de 1905, qui définit les activités de culte de façon très précise. Nous avons donc d'autres activités religieuses, ainsi que d'autres activités culturelles et sociales. Donc c'est pour cette raison que nous avons fait le choix de mettre en place deux associations distinctes. Donc les deux associations sont gérées par un système de gouvernance différent. Donc voilà. Et donc l'association cultuelle s'occupe de la gestion, je répète, de la gestion des offices ainsi que des grandes fêtes religieuses musulmanes. Et toutes les autres activités sont gérées dans le cadre de l'association 1901. Donc le culturel, la promotion spirituelle, les activités éducatives ainsi que les activités sociales. Différenciation
bonne gestion, rigueur et transparence. Merci, Monsieur Wally. Aspects juridiques, aspects fiscaux, aspects sociaux, aspects comptables, des religions, quelle organisation? C'était le thème retenu pour nos entretiens, nos discussions. Eh bien, en matière d'organisation, évitons de nous poser de fausses problématiques. Le côté juridique, fiscal, social et comptable, comme signalé, fait partie d'un tout, nécessite encore une fois de regarder sur mesure, avec raison, avec prudence, avec sécurité. Tout ceci nécessite de se projeter dans le temps. Tout ceci nécessite en effet de prendre le temps de discuter, d'appréhender, de regarder, de comparer. Il n'y a pas de modèle. Par contre, il y a de formidables perspectives d'action avec intelligence, sérénité et bien évidemment le tout en monde associatif basé sur la fraternité. Religion au pluriel, quelle organisation? Cela signifie en termes d'éléments de réponse qu'il faut également connaître les enjeux techniques et les enjeux d'ordre juridique, comptables, fiscaux et sociaux. Ce n'est pas une tâche facile, mais qui est accessible. À partir du moment où l'on fait l'effort, en réfléchissant et en se documentant, en consultant, de trouver des réponses adaptées à chaque situation. Conduire, organiser ce type d'activité n'est pas un long fleuve tranquille. C'est affaire de technique, d'expertise, d'expérience, de sagesse. En un mot, être prudent, car en réalité, le droit français offre une multiplicité de solutions qui peuvent conduire les dirigeants associatifs et les membres des associations à exercer tel ou tel choix. Et il faut toujours également veiller à en mesurer les incidences fiscales, sociales, qui ont une importance toute particulière aujourd'hui.